Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le top des films Spider-Man. Numéro 6, Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'Azero, pire film de tous les temps. Je le sais, j'en ai vu au moins 10 de films. Numéro 5, Spider-Man 3, ce film est nul parce que Peter danse. Va te faire foutre. Numéro 4, Spider-Man 1, parce que le bouffon vert est moche et les FX sont encore plus moches. Numéro 3, The Amazing Spider-Man 1, c'est comme Spider-Man 1, mais sans FX moche, donc c'est mieux. Numéro 2, Spider-Man 2, parce que la scène du train est cool. Et enfin, numéro 1, Spider-Man Homecoming, enfin un vrai film Spider-Man, parce que c'est fait par Marvel. Pensez à vous abonner, envoyez-moi des milliards de likes, sinon je me bute. Pourquoi je me suis abonné à ce truc déjà? Depuis tout petit, je suis fan de Spider-Man. Preuve en est, cette photo de moi à 8 ans déguisé en Spider-Man pour le carnaval. J'avais maquillé le masque parce que c'était compliqué pour ma mère de faire un masque complet, voilà, comme dans le truc. Alors du coup, elle a juste fait une capuche et maquillage sur le visage. D'ailleurs, coup de la capuche, du coup, ça veut dire que ma mère va devoir porter plainte contre Spider-Gwen? Osef de ton enfance parle du film. Et cette année est sorti le film Spider-Man attendu par les fanboys comme le Messi, Spider-Man Homecoming, le film qui a officialisé le retour du célèbre homme araignée, libéré des gros méchants de Sony Pictures et retournant enfin entièrement aux mains des gentils créateurs de l'homme araignée. Donc le fan de Spider-Man que je suis a dû approuver ce retour à la maison pour Spider-Man. Non. En fait, vous savez quoi, je pense carrément qu'il était mieux chez Sony. Pareil pour les X-Men, la Fox lâche rien. Spider-Man Homecoming n'était pas le plus mauvais film de tous les temps, ni même le plus mauvais film de l'année. Il est assez marrant par moments, le joueur de jeu de Spider-Man s'est reconnu dans le gag où il essaye de passer par Central Park, les acteurs sont très bons, il y a quelques idées d'univers étendues bien trouvées, et, fait rare pour un film du MCU, le méchant est génial, au point que le film vaut le coup d'être vu, rien que pour Michael Keaton en Birdman, je veux dire en vautour. Mais c'est de loin le plus mauvais film Spider-Man, bouclier activé. Oui, plus mauvais que les Amazing Spider-Man et Spider-Man 3 que tout internet a décidé d'haïr pour d'obscures raisons. Je vais même dire c'est le film le plus mauvais du MCU, ouais, plus mauvais que l'inutile Iron Man 2 et le décevant Thor le monde des ténèbres. Et même niveau film de super-héros sorti cette année, il est tout en bas de la liste quoi. Tu t'es fait battre par un Lego quoi, merde. Et franchement ça m'étonne qu'un blockbuster aussi malmené et basique arrive à avoir autant de réactions positives alors que des blockbusters bien plus intéressants comme Ghost in the Shell ou X-Men Apocalypse se font vomir dessus. Je veux dire, rien que les libertés d'adaptation, je suis surpris que personne n'ait crié au scandale avec tout ce qui change. À part Mary Jane Black. Pourquoi ce sont toujours les changements d'ethnie qui provoquent le plus de réactions négatives auprès des fanboys? Les mecs ont totalement changé le personnage du vautour, mais une Mary Jane métisse, oh non! Après, je ne trouve pas le film mauvais pour ces changements, vous me connaissez, ça me pose pas de problème de créer totalement un personnage de meilleur pote pour Peter, que Flash soit un nerd, que Tante May soit une jolie femme de 40 ans, même le vautour, je l'aime bien dans les comics, mais le personnage qu'ils ont créé pour ce film est aussi très cool, juste pour d'autres raisons. Ce qui me pose problème, c'est le potentiel gâché, le concept bancal, et d'autres tares cinématographiques que je vais essayer de vous démontrer avec 10 ratages de Spider-Man Homecoming. Numéro 1. Pourquoi ce titre? Je chipote un peu, ok? Mais sérieusement, pourquoi Homecoming? Homecoming est un terme anglais signifiant en gros retour au bercail. Sauf que... qui rentre au bercail? Spider-Man? Il était juste parti une journée dans un aéroport désert, tu parles d'un retour attendu? Surtout qu'on le voit revenir chez lui dans Civil War, donc il est déjà rentré! Ah mais c'est pour annoncer qu'il revient chez Marvel! 1. Ouais, il est rentré pour faire le pire film depuis le téléfilm pourri des années 80, ça valait trop le coup. 2. Il était déjà revenu chez Marvel dans Captain America Civil War, donc c'est ce film-là qui aurait dû s'appeler Spider-Man Homecoming. 3. Tant qu'à faire, rebaptiser le film Nananananer, va te faire foutre Sony! Non mais Homecoming, c'est le nom de la fête du lycée. Quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout de la fête du lycée? C'est même pas le centre du film, ni même la préoccupation principale de Peter. On voit rien du bal même. Au final, c'est surtout une excuse pour surprise, motherfucker, Peter quand il va chercher sa cavalière. C'est comme appeler Retour vers le futur, le bal dansant des sirènes. Quoique non, mon exemple volontairement pourri marche parce que ce bal est plus important que Homecoming. Arrête d'essayer d'exister, titre de merde. Numéro 2. Tony Stark. Donc... à quoi a servi Tony dans ce film? Bonjour, je suis là pour signifier que dans le monde Marvel maintenant. A plus. Non parce que, ok, c'est une figure d'autorité pour Peter, mais... pourquoi ne pas se contenter de Happy dans ce cas? Le mec est censé être un intermédiaire entre Tony et Peter, et il ne le fait jamais. Tony va toujours lui parler directement quand c'est nécessaire. Je veux dire, je me plains pas parce que Iron Man il est cool, et Robert Downey Jr. est encore plus cool, mais quitte à l'avoir... faites quelque
quelque chose avec lui, quoi. Le vautour a été réécrit pour être un Iron Man inversé. Profitez-en pour créer une dualité entre Iron Man et le vautour, et créer un arc sur Peter qui devra trouver sa voie entre les deux. Ça pourrait même permettre d'avoir un bien meilleur combat final avec Iron Man qui intervient, chose promise par le putain de poster et le plan de fin de la bande-annonce où on voit les deux super-héros voler côte à côte. Quitte à mettre des têtes d'affiche juste pour les vues, bah mettez le nain de Game of Thrones, c'est mignon tant qu'à faire. Au moins donner un arc à Tony, genre reprendre cette stupide histoire de pause entre Tony et Pepper dans Civil War qui détruisait ce qu'Avengers 2 n'avait pas encore zigouillé de l'évolution de Tony dans Iron Man 3, et montrer Peter encourager Tony à faire le premier pas pour se remettre avec elle. Il est genre, c'est compliqué, c'est des trucs de grands, et après avoir arrêté le vautour, Tony reconsidère les conseils du gamin qu'il a impressionné aujourd'hui, et passe un coup de fil au résultat ambigu en fin de film. Même pas besoin de dépenser 1 million pour un caméo de Gwyneth Paltrow. Et on assume ce que Civil War vous a laissé au lieu de totalement l'oublier, les montrer déjà se fiancer, et avec Tony qui n'a rien appris dans ce bordel. Quelque chose qui ferait de Tony un vrai personnage et pas juste un caméo gratuit. Numéro 3. Ultron est vivant? Non, sérieux, dans la scène où Spidey est coincé à Damage Control, il tombe par hasard sur une tête d'Ultron en état de marche. Elle fait du bruit, elle a les yeux lumineux. Est-ce qu'Ultron est vivant? Hello! Votre stupide easter egg annonce quelque chose de catastrophique! Il suffit de capter la Wi-Fi pour se transférer dans un nouveau corps pour tenter de faire s'envoler une nouvelle ville pour pouvoir la faire écraser et détruire le monde! Non? Personne? Bah alors pourquoi dans Avengers 2 vous avez tant insisté qu'il fallait détruire tous les corps d'Ultron? Non, parce que selon vous dire, si un seul s'échappe, c'est mort, hein. En plus, c'est pas la tête d'un des robots soldats, mais d'un Ultron original. C'est encore pire! Cet easter egg est débile! Arrêtez de détruire ce qui reste d'Avengers 2 là! Numéro 4, la musique. Marvel, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lâcher Michael Giacchino? Ok. Giacchino est un compositeur talentueux qui a fait beaucoup de superbes musiques quand on lui laisse le temps. Or, entre Rogue One, Jurassic World, Doctor Strange et justement Spider-Man Homecoming, il commence à montrer de plus en plus de limites et se contente d'un minimum syndical. Ne poussez pas Giacchino à bout, c'est encore un jeune talent, ne le cachez pas si tôt. Et ce qui m'énerve le plus à propos de la musique, c'est qu'il se serait enlevé une énorme épine du pied s'il s'était contenté de juste reprendre le thème de Spider-Man. Vous savez, le thème qu'il reprend en logo. Si c'était un thème récurrent, la musique en général aurait été plus fun et marquante, justement parce qu'il reprend un thème marquant. Il y a même des fans qui ont fait des remixes de ce thème à la Giacchino qui auraient fait un meilleur thème d'action. Le mec en a tellement marre que des amateurs font de meilleurs Giacchino que Giacchino. C'est dire la catastrophe. Numéro 5. Civil War est bien arrivé, non? L'un des rares trucs que je trouve intéressant dans ce film est que c'est un des rares films du MCU à être conscient d'être dans un MCU. Parce qu'à part un caméo par-ci par-là, les autres films peuvent sans problème se passer du MCU. Les seuls à en profiter sont les films Avengers, Civil War et Spider-Man Homecoming en montrant l'univers évoluer en fonction de ce qui arrive dans les autres films. Le vautour qui s'est créé dans les décombres de la bataille de New York, une organisation chargée de nettoyer après le bordel des combats super-héroïques, des voleurs qui portent des masques d'Avengers comme le gang de Point Break. Mais il y a d'autres points assez incohérents, surtout par rapport à Civil War. Ce qui est ironique parce que ce film existe grâce à Civil War. Genre les vidéos d'éducation sportive de Captain America, brillante idée. Mais il était pas devenu un ennemi d'État là? Même le prof le dit, ouais c'est peut-être le nouveau Ben Laden mais on m'oblige à passer ces vidéos alors. Comment ça on t'oblige? Attends, les autorités scolaires, surtout américaines, sont les premiers à interdire un truc s'il y a un scandale. Je veux dire, ils vont censurer des livres de biologie parce qu'un parent débile s'est plaint que des gosses pouvaient voir des images détaillées d'un vagin. Tu vas me faire croire que Captain America, qui trahit les Avengers, défie le gouvernement après avoir détruit 2 pays à lui tout seul, c'est pas assez scandaleux pour remplacer ces vidéos? Si c'était le contraire, l'école qui est pas d'accord avec l'utilisation de ces vidéos, mais le prof le fait quand même, ça aurait passé, genre montrer que le prof reste fidèle au Captain malgré que le monde s'y oppose, suggérant des conflits idéologiques post-Civil War. Réécrire une phrase, c'est tout ce qu'il fallait pour rendre ça cohérent. Même la scène d'ouverture avec Tony qui tourne une vidéo sympathique avec Peter, c'était tout de suite après avoir vu son meilleur ami gravement blessé et finir sans jambes jusqu'à la fin de sa vie, ou c'était après avoir découvert que le chef des Avengers protégeait le mec qui a tué ses parents et a failli le tuer dans un excès de rage. Comment il peut être aussi jovial après une telle épreuve? Et encore une fois, la pause avec Pepper, on l'évoque pas une seule fois, et à la fin du film, on voit qu'ils sont déjà en train de préparer leur fiançailles. Et les Avengers sont toujours actifs,
Ils sont pas genre aux ordres du gouvernement maintenant? C'était la raison pour laquelle Civil War est arrivé, je rappelle. Et comment peuvent-ils être encore debout après Civil War? Là, ils sont soit traumatisés et ne peuvent plus aller au combat, soit en fuite. C'est un truc qui devait se régler dans Avengers 3 et ce con de film l'a déjà gâché. Et pourquoi à la fin il montre la base des Avengers comme si elle venait tout juste d'être créée? Elle est active depuis la fin d'Avengers 2. Je suis dans une faille temporelle ou quoi? Non, parce que le film arrête pas d'ignorer des événements très importants de Civil War, alors que Civil War est la raison principale pour laquelle on suit Peter maintenant. Si vous décidez d'envoyer chier la logique du MCU juste pour raconter les histoires que vous voulez raconter, moi honnêtement ça me va. Mais dans ce cas, pourquoi avoir fait chier Edgar Wright avec son Ant-Man au niveau de la continuité si vous laissez des Yes Man faire de même? Numéro 6. Où t'es, mise en scène où t'es? Bon, la plupart des premiers points, c'était surtout par rapport à la logique du film par rapport au reste du MCU, mais là, on s'attaque à de vrais problèmes cinématographiques. La mise en scène est une des principales raisons du ratage de ce film. La trilogie de Sam Raimi et même les Amazing Spider-Man dans une moindre mesure ont profité de l'aspect iconique de Spider-Man, de ses pouvoirs et des possibilités de mouvement de caméra pour recréer la sensation de voler aux côtés de l'homme araignée. Ouais, les araignées volent pas, mais les hommes araignées si. C'est prouvé scientifiquement. Et aussi pour être créatif dans les scènes d'action, ce que Homecoming ne fait jamais. La plupart des scènes d'action sont filmées comme des gunfights classiques, les courses-poursuites sont du niveau d'une série policière, alors que même Amazing Spider-Man proposait une course-poursuite impressionnante, et les séquences de voltige... Merde. Je viens de me rendre compte d'un truc. Y a pas de voltige dans ce film. T'es sérieux? C'est le truc le plus cool, la source de l'imagerie du personnage de Spider-Man, et le studio qui l'a créé, celui qui selon les fans rendra justice au personnage, s'en passe? Mais vas-y, fais Superman qui prend le métro et Batman qui va combattre le crime à vélo tant que t'y es. Encore une fois, ça valait le coup de faire revenir au bercail. Et ce que je disais tout à l'heure, que j'aimais bien le gag de Central Park, bah là tout d'un coup je hais ce gag, parce que du coup je me rends compte qu'ils ont dynamité tous les moments où Spider-Man aurait pu faire de la voltige. On critique les frères Russo et leur mise en scène classique dans leur Captain America, mais même eux ils ont su profiter de Spider-Man pour le faire voler de toile en toile et ont utilisé correctement ses possibilités d'action et son iconisation. T'es un film de super-héros. Utilise l'icône. Et même au-delà de ça, quand une scène d'action un minimum ambitieuse arrive, elle est juste oubliable. Je me souviens pas d'un seul truc cool dans les séquences avec le vautour. Même la scène du ferry est juste une version Disney Channel de la scène du train de Spider-Man 2 et n'arrive pas à atteindre toute la tension de ce passage. Là, pour piquer des idées des films précédents, ça se bouge plus le cul, hein. En fait, depuis tout à l'heure, j'insinue que le film a une réalisation télévisuelle, mais la vérité c'est que je crois me souvenir d'épisodes de Flash, voire même d'Agent of S.H.I.E.L.D., qui étaient beaucoup plus ambitieux niveau action super-héroïque. C'est dire. Numéro 7. MJ. Donc la nana cynique de la classe de Peter s'appelle Michelle Jones. Et à la fin du film, elle révèle que ses amis l'appellent MJ. Quoi? Je veux dire, encore une fois, les libertés prises ne me dérangent absolument pas, mais je comprends pas du tout ce clin d'œil. Je veux dire, si les spectateurs n'y connaissent rien en Spider-Man, ils ne comprendront pas ce que cette phrase insinue et elle aura juste l'air bizarre. Et si les spectateurs connaissent Spider-Man, ils diront connerie, parce qu'ils savent très bien que MJ correspond à Mary Jane, pas à Michelle Jones. Je veux dire, les fans utilisent plus le nom de Mary Jane que MJ, donc du coup ils sauront direct qu'il y a une erreur dans la matrice. Tu le sens que les mecs ont voulu garder la surprise sur l'identité de la gamine juste pour le fanservice, mais qu'ils se sont retrouvés avec pas mal de scènes où ils étaient obligés de révéler son nom, alors ils lui ont inventé une toute autre identité pour pouvoir garder artificiellement ce twist. Sauf que ça marche pas, parce que justement, tu as dit son nom, confirmant qu'elle n'est pas Mary Jane. Ah oui, ce que t'aurais pu faire, c'est un running gag, par exemple, son entourage qui est genre... Oh, salut machine là. Sérieux, ça fait 3 ans qu'on est dans la même classe et tu connais même pas mon nom? Quoi? Mais si, bien sûr que je connais ton nom, voyons pour que tu me prends. Non, tu t'appelles... Même si elle participe au décathlon et fréquente souvent le prof, tu pourrais montrer que même le prof ignore son nom tant elle est associable et cynique. Et à la fin, après que Peter soit devenu plus mature et ait appris la leçon de cette histoire, il finit par sympathiser avec elle et découvre enfin qu'elle s'appelle Mary Jane. Ça me paraît beaucoup plus simple à faire et beaucoup plus en accord avec le ton humoristique du film que de lui donner une toute autre identité pour révéler après que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Numéro 8. La sécurité du Washington Monument. Donc le pote de Peter Parker... Non, j'ai pas retenu son nom. ...transporte dans son sac à dos une arme alien super dangereuse et pas du tout discrète vu qu'elle fait du bruit et de la lumière constamment. Et pourtant, quand le sac à dos passe au scanner, la sécurité laisse passer.
Sérieusement? On parle des agents de sécurité d'un des plus grands monuments de Washington, en Amérique, le pays le plus à cheval dans la sécurité depuis le 11 septembre. Et ils laissent passer une grenade alien dans un monument de la capitale du pays, pas loin de là où crèche leur président. Ok, les films de Marvel Studios ne sont pas spécialement profonds, je le reconnais. Mais ils ont toujours su conserver une constance pour éviter de se retrouver avec des incohérences trop connes pour que le spectateur s'en rende compte. Surtout si le spectateur est américain. À moins que les mecs ont voulu détruire ce monument construit par des esclaves. C'est pas plus con en fait. Numéro 9, Shocker. Ok, vous savez que je ne suis pas du genre à faire mon fanboy, mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec Shocker? Shocker a toujours été un de mes méchants mineurs de Spider-Man préférés. J'aime bien son design et l'idée de brassard qui crée des ondes de choc est plutôt cool. Et quand j'ai su qu'il serait dans le film, je m'attendais à ce qu'il change des trucs sur son personnage, mais qu'au moins ils allaient profiter de ses possibilités d'action et de combat. Mais non! Ils font pratiquement rien avec le personnage. Même le coup de montrer que Shocker n'est qu'un nom qui se passe d'un homme de main à un autre homme de main, je le laissais passer car j'aime bien l'idée de titre. Mais avoir juste une minute d'action avec le personnage, non! Tu as Shocker, tu l'utilises! Même comme élément du quotidien de Spidey, comme le fait le comics Ultimate, ou comme Amazing Spider-Man 2 l'a fait avec le Rhino, je l'aurais accepté. Mais avoir ce personnage d'homme de main et t'en débarrasser comme ça... Non! Numéro 10. Je ne connais pas ce Spider-Man. Ok, celle-là, c'est une critique que j'aurais aimé ne pas faire parce que ça fait un petit peu vieux con. C'est pas le Spider-Man de mon époque! Il est où mon pudding? Et surtout, rien n'est de la faute de l'acteur Tom Holland. Le petit donne tout ce qu'il a dans le rôle et ça se sent. Et pour cette dévotion, je le respecte. Ce n'est pas en plus son âge le problème. En faire un ado le fait même ressembler à Ultimate Spider-Man qui est mon comics Spider-Man préféré. Mais comme le dessin animé Ultimate Spider-Man, c'est pas parce que tu ressembles à mon Spider-Man préféré que tu vas le devenir. Et je crois savoir c'est quoi mon problème avec ce Spider-Man. On n'a pas vu ses origines. Beaucoup se plaignent que les films de super-héros utilisent trop l'origin story, mais honnêtement, l'alternative ne me paraît pas mieux. Parce que vu qu'on n'a pas vu naître ce Spider-Man, on n'est pas aussi attaché à lui qu'on ne l'a été avec Tobey Maguire ou même Andrew Garfield. On a l'impression de suivre un inconnu, comme si on avait commencé une série télé en milieu de saison 2. Et c'est triste parce que si Marvel avait mieux conçu leur nouveau Spider-Man, voire qu'ils avaient eu l'intelligence de profiter du fait que Sony avait déjà un Spider-Man parfaitement fonctionnel pour le MCU, ça aurait réglé beaucoup de problèmes. Mais ainsi, je sens pas que Tom Holland est Spider-Man. C'est un acteur avec beaucoup de talent et qui pense sûrement qu'à bien faire, mais à cause d'une erreur de calcul, il n'est pas mon Spider-Man. Et c'est symbolique de tout le problème de ce film. On nous oblige à aimer ce Spider-Man qu'on connaît pas, qui débarque de nulle part, sans intro ni quoi, mais qu'on est censé aimer direct. Juste parce que Marvel l'a dit? Juste parce qu'il est copain avec Iron Man? Même si tout ce qu'il a en commun avec le Spider-Man qu'on aime, c'est le costume? Il n'utilise pas son passé, ses pouvoirs, ses amours, son potentiel d'imagerie et de spectacle, sa mythologie, bref, c'est un panneau publicitaire, vivant pour un film qui ne sert qu'à dire « On a Spider-Man maintenant, crache ton fric ». Donc, au bout d'un moment, prenez une décision. Êtes-vous un fan de Spider-Man ou êtes-vous un consommateur de Spider-Man? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et bien sûr laisser un commentaire. Si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, n'hésitez pas à déposer un don sur mon compte Tipeee, donc il sera récompensé par des exclusivités et le choix d'un film à critiquer pour une vidéo bonus. Merci encore et à bientôt dans un prochain Fermez-la.